Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Le phénix de la crypto. Jean-Baptiste Graftio, CEO de Bitstamp. Deux jeunes entrepreneurs qui viennent de Slovénie, qui à l'époque en fait avaient trouvé une solution à un problème qui était le suivant, c'est que pour acheter la crypto à l'époque, il fallait envoyer son argent dans une plateforme, sur une plateforme au Japon. Et donc effectivement, le transfert bancaire pouvait prendre 4 à 5 jours. Les fonds n'étaient pas forcément arrivés à destination de manière systématique. Donc il y avait quand même un vrai besoin ou un vrai problème à résoudre. Et en fait, leur objectif, c'était de créer une plateforme en Europe où les Européens pouvaient envoyer leur argent rapidement, facilement et de manière sécurisée pour pouvoir acheter de la crypto. Et dès les premiers jours, en fait, ils se sont retrouvés avec des centaines de clients européens. Créé par deux associés slovènes visionnaires il y a plus d'une dizaine d'années, cet échange crypto historique se concevait déjà dès les premiers temps comme une plateforme régulée offrant le confort et la sécurité à ses clients. Présent aujourd'hui dans les 4 coins du monde, Bitstamp a déployé une offre hybride qui lui permet de servir tout aussi bien les individuels que les institutionnels. Nous parcourons l'évolution de l'offre, la création de Bitstamp as a Service, les capacités de trading, les prestataires et partenaires intégrés et bien entendu, nous parlons des clients. Jean-Baptiste nous parle aussi de ce fameux hiver crypto, le Crypto Winter, et des résultats d'une enquête de grande ampleur menée par Bitstamp qui vous fera prendre conscience que tous les signaux sont là pour que le secteur financier développe à grande échelle cette nouvelle classe d'actifs. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Solène. Super sympa de m'accueillir chez Bitstamp. C'est la première fois que je viens dans vos locaux au Luxembourg. C'est vrai. Bah, écoute, un grand plaisir de se revoir à nouveau. Ouais, c'est vrai que je pense qu'on a reporté 6 fois cet enregistrement, donc ça y est, il a lieu. Je ne sais pas trop quel est ton agenda après, mais c'est un agenda de ministre. Mais merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter et nous faire part de ton expérience passée qui est assez incroyable chez les plus grands, PayPal, eBay et compagnie? Absolument, merci Solène. Écoute, tout à fait, je vais essayer de résumer mes 10 dernières années en 1 ou 2 minutes. Ouais. Alors, moi, je viens effectivement du secteur financier. J'ai passé pas mal de temps chez PayPal, chez eBay, donc dans des établissements de paiement, secteur bancaire également. Et puis en 2014, j'ai rejoint Bitstamp pour la première fois, donc dans l'écosystème crypto. Alors à l'époque, c'était une start-up, on était une petite dizaine de personnes, vraiment dans le garage, si je peux dire ainsi. Et puis effectivement, je suis resté 2 ans. Mon job à l'époque, c'était de m'occuper de la licence d'établissement de paiement de Bitstamp, de mettre en place la partie compliance, risque pour l'organisation. Un job passionnant à l'époque, c'était vraiment le tout début de la crypto. Moi, je me souviens de mémoire, on faisait à peu près 20 millions de volumes sur la plateforme de manière quotidienne. L'année dernière, on en faisait presque 2 milliards pendant le bull run, un petit peu moins aujourd'hui forcément. Et donc, du coup, j'ai passé 2 années chez Bitstamp à ce moment-là, une expérience rafraîchissante avec les 2 fondateurs, et puis une dizaine de personnes. Et puis j'ai rejoint à nouveau mon ancien employeur, donc je suis retourné chez eBay à l'époque, eBay et PayPal, où je me suis occupé des activités de paiement pour le groupe pour la partie européenne. Donc j'ai plutôt du monde de la compliance, du monde du risque. J'ai eu aussi 2 startups en parallèle, donc plutôt dans le monde de l'entreprise. Et puis il y a 1 an et demi à peu près, donc j'ai rejoint à nouveau Bitstamp pour la 2e fois, où je me suis occupé de l'Europe comme CEO. Et puis depuis 6 mois maintenant, je suis le CEO global pour l'organisation. Donc de travailler de manière très proche avec les actionnaires, avec le board, pour mettre en place une belle stratégie pour le groupe, pour l'organisation. Et puis m'occuper évidemment de nos clients. Et puis on a 800 personnes sur l'organisation, réparties entre les États-Unis, l'Europe et l'Asie-Pacifique. Et donc du coup, s'occuper de notre belle société et puis nous préparer pour le prochain bull run qui, j'espère, devrait arriver très prochainement. On croise les doigts. On croise les doigts. Ça m'intéresserait que tu partages avec l'audience en fait ce qu'on s'est dit avant. Je trouvais en plus court, oui. Mais comment quand on passe d'un job de CEO sur une zone à un job de CEO global, comment le job évolue? Enfin, je veux dire, à quoi ça ressemblait ton job il y a 1 an et demi et à quoi ça ressemble maintenant?
C'est une très très bonne question. Et effectivement, quand j'étais à l'époque CEO pour l'Europe uniquement, c'est vrai que les stakeholders entre un job de CEO régional et un job de CEO global, les stakeholders ne sont pas forcément les mêmes. C'est vrai qu'aujourd'hui, je passe beaucoup de temps avec nos clients, nos actionnaires, notre conseil d'administration, évidemment nos équipes qui sont réparties entre les États-Unis, Singapour et l'Europe. Et donc du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup de déplacements et les stakeholders ne sont pas forcément les mêmes. L'objectif, en fait, je dirais pour un CEO, c'est de travailler en harmonie avec son board et ses actionnaires, se mettre d'accord sur une stratégie et sur un financement, et effectivement essayer de travailler de concert avec nos équipes sur un focus qui est nos stratégies aujourd'hui, qui est lié à l'expansion géographique, le lancement de nouveaux produits évidemment, et puis surtout naviguer autour de ce crypto winter qui dure déjà depuis plusieurs mois. Oui. Donc vraiment essayer de préparer la société pour le prochain bull run qui, j'espère, comme tu le disais, devrait arriver très très rapidement. Et par rapport à un job de CEO, je dirais régional, les stakeholders sont un petit peu différents, c'est-à-dire que tu as tes équipes au niveau local, tu passes quand même beaucoup de temps avec tes régulateurs, avec tes équipes commerciales, tes équipes marketing. Donc, tu es plutôt concentré sur une région dans l'opérationnel. Ouais. Un job de global CEO, tu es évidemment dans l'opérationnel, mais les stakeholders sont vraiment différents par rapport à un job régional. Et tu doubles ton nombre d'heures passées à bosser. C'est ça. Puis nous, on est ouvert du lundi au dimanche, 24 heures sur 24. Donc, effectivement, ça fait des belles semaines. OK. Ouais. Alors, on parlait du Crypto Winter. En quoi est-ce que ce Crypto Winter est différent du précédent? Alors, c'est très, très intéressant, en fait. Le point le plus important, je pense, par rapport à ce Crypto Winter, c'est qu'on observe, malgré tout, un engouement assez important pour la crypto. Et en fait, tu vois que la clientèle institutionnelle, des prospects institutionnels, en ce moment, regardent des solutions de crypto pour donner accès à leurs clients finaux en termes de crypto. Alors que l'ancien Crypto Winter, ou le précédent, si je peux dire ainsi, c'était quasiment la porte est fermée sur l'écosystème. Les gens se retirent ou se désinvestissent de la crypto. Là, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que c'est un Crypto Winter, mais en même temps, tout l'écosystème et je dirais les acteurs traditionnels financiers se lancent dans la conquête de la crypto. Donc, ils sont tous à la recherche de solutions de custody, ils sont tous à la recherche de solutions de white label solutions pour pouvoir offrir de la crypto à leurs clients finaux. Ce qui fait qu'on est tous en train de construire, je dirais, des partenariats et des relations d'affaires avec des acteurs bancaires, établissements de paiement, high net worth individual un peu traditionnels, qui se lancent à fond dans la crypto et qui attendent le retour du bull run pour pouvoir participer pleinement à cet écosystème. Donc c'est un peu une période de préparation. C'est une période de préparation, exactement. c'est hyper intéressant. Exactement. Avant la course. Exactement. Vous avez sorti une Crypto Pulse Survey, c'est ça? Exactement. Est-ce que tu pourrais partager avec nous des findings clés de cette étude? Oui, tout à fait. Donc, on a sorti la première au premier trimestre cette année, et puis donc on a sorti donc un update pour le deuxième trimestre. Et en fait, c'est intéressant. Donc, le premier trimestre, on était vraiment dans le tout début du Crypto Winter. Malgré cela, il y avait un engouement assez important pour la crypto de manière globale entre l'Europe, les États-Unis et l'Asie-Pacifique. Et en fait, on a cette Crypto Pulse, elle est assez intéressante dans le sens où on a quand même à peu près 30 000 participants, donc c'est quand même assez large, sur 18 pays, donc c'est quand même un footprint géographique qui est assez important aussi. Et en fait, ce qu'on observe... C'est les sociétés que tu interviews? Oui, non, c'est une bonne question. En fait, on a fait les deux, c'est-à-dire qu'on a 28 000 personnes physiques et 2 000 sociétés ou 3 000 sociétés qui ont participé à la Pulse. Et c'est super intéressant parce que il y a 3 points qui en ressortent essentiellement au niveau global. C'est que la première chose, la crypto, elle est là et elle devrait durer sur les prochaines décennies. Donc ça, c'est un bon signe pour nous. Ça, c'est vraiment le point clé de la survey. Le deuxième point, essentiellement, c'est que pour donner un accès plus privilégié et une adoption massive à la crypto, il y a des choses à mettre en place. La première chose, c'est l'éducation. Donc, les personnes, les gens sont à la recherche en fait de solutions un peu éducatives pour comprendre c'est quoi la crypto, c'est quoi le blockchain, comment s'exposer à la crypto, comment investir dans la crypto, quelle plateforme et quels sont les risques. Donc, il y a tout un travail d'éducation que l'écosystème devrait mettre en place pour pouvoir justement éduquer le plus grand nombre. Et donc, de notre côté, du côté Bitstamp, on vient de sortir ce qu'on appelle le Learn Center chez nous, début septembre, ce qui permet de donner des piqûres de rappel ou d'éducation à l'écosystème. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Le deuxième point, c'est que l'écosystème est à la recherche de plus de réglementation, en fait. En fait,
fait, le point clé pour permettre l'adoption massive, c'est d'avoir du level playing field, une réglementation qui s'applique à tous de manière transparente et égale. Et on sait que MiCA va arriver bientôt en Europe. Alors bientôt, est-ce que c'est 2 ans ou 3 ans? On verra un petit peu l'évolution de MiCA. Mais en tout cas, effectivement, pour créer cette confiance, pour créer aussi le maximum de protection pour les consommateurs, la réglementation va effectivement être importante dans notre écosystème, et donc les gens sont vraiment en attente de réglementation par rapport à la crypto. Et puis le troisième point, c'est l'expérience utilisateur. C'est vrai que c'est pas forcément évident de pouvoir créer son wallet, de pouvoir accéder à certaines plateformes. Donc il y a tout un travail, je pense, au niveau des plateformes, et y compris pour Bitstamp, d'améliorer l'expérience utilisateur pour faciliter l'accès à la crypto. Donc c'est vraiment ce qui ressort de cette survey. Et après, effectivement, il y a une fragmentation entre les pays, entre les régions. C'est assez intéressant. On va retrouver en Europe, par exemple, tu vois, l'Espagne, où le taux de confiance dans la crypto est assez significatif. Tu traverses la frontière et tu viens en France, et en fait, c'est tout l'inverse. Donc, c'est marrant, c'est assez marrant. C'est assez intéressant. Mais je pense qu'au niveau France, il y a peut-être une culture de méfiance, tu vois, par rapport à la crypto, où je dirais la France est assez souvent en retard, par rapport à l'innovation dans la fintech. Donc à l'époque, c'était peut-être pas forcément le cas aujourd'hui, mais c'est vrai que par rapport à d'autres pays comme l'Angleterre ou l'Allemagne qui se mettent en avant par rapport à la monnaie électronique ou la crypto ou la technologie de manière générale, peut-être que la France a été un petit peu méfiante au début par rapport à la crypto. Donc il y a un petit retard à rattraper. Mais une fois que le retard sera rattrapé, je pense qu'on sera à un niveau assez intéressant pour la France. Je pense que les autorités locales, je dirais en France, avec la CPR ou l'AMF, ont fait un super travail pour attirer de nombreux acteurs crypto dans le cadre du PSAN qu'on voit aujourd'hui. Donc je pense qu'il y avait peut-être un petit retard, et aujourd'hui ce retard est en train d'être rattrapé à grande vitesse. Alors on va voir un petit peu ce qui se passe à la prochaine Pulse Survey éventuellement. Super, merci beaucoup. Alors dernier point sur ce Crypto Winter, au sein des équipes, et sachant l'évolution assez rapide de Bitstamp, comment est-ce que les équipes vivent en interne ce moment de refroidissement? Alors effectivement, c'est une bonne question aussi. L'objectif en tout cas chez nous, c'est de se préparer au prochain bull run. Donc les équipes aujourd'hui sont focalisées sur une stratégie qui va nous permettre de lancer des nouveaux produits, de nouvelles initiatives, de faire de l'expansion géographique, et vraiment de se préparer à ce bull run qui devrait revenir rapidement, en tout cas on l'espère évidemment. Donc, je dirais, on est assez serein. On est plutôt dans une phase de construction et de préparation par rapport au marché, par rapport à ce qui devrait arriver. Alors, je dirais par rapport à d'autres exchanges ou d'autres boîtes crypto, nous, on traverse ce Crypto Winter en naviguant de manière assez efficace. On n'a pas traversé des plans sociaux comme certains de nos compétiteurs. Donc, on est vraiment focalisé avec une équipe très compétente et très unie pour délivrer la stratégie et se préparer pour le prochain bull run. Super. Alors, Bitstamp, c'est un des plus vieux exchanges qui existent dans l'écosystème en Europe. Est-ce que tu pourrais nous dresser un portrait robot de cet établissement de paiement? Oui, absolument, tu as tout à fait raison. Donc, Bitstamp, en fait, on a été établi en 2011 à l'époque, donc ça fait déjà plus de 10 ans. Et c'est vrai que dans l'écosystème, on est l'exchange le plus ancien dans un écosystème qui est tout récent, puisque ça fait à peine 13-14 ans que l'écosystème est en place. Et donc, à l'époque, ce qui était très intéressant pour Bitstamp, c'est que les deux fondateurs, leur objectif, c'était de créer un exchange régulé. C'était qui? Oui, bien sûr. Donc, c'était Damien Merlac, et Nate Kodrich, donc deux jeunes entrepreneurs qui viennent de Slovénie, qui à l'époque en fait avaient trouvé une solution à un problème qui était le suivant, c'est que pour acheter la crypto à l'époque, il fallait envoyer son argent sur une plateforme au Japon, et donc effectivement le transfert bancaire pouvait prendre 4 à 5 jours, les fonds n'étaient pas forcément arrivés à destination de manière systématique, donc il y avait quand même un vrai besoin ou un vrai problème à résoudre, et en fait leur objectif c'était de créer une plateforme en Europe où les Européens pouvaient envoyer leur argent rapidement, facilement et de manière sécurisée pour pouvoir acheter de la crypto. Et donc, ils ont lancé cette aventure entrepreneuriale. Et dès les premiers jours, en fait, ils se sont retrouvés avec des centaines de clients européens qui voulaient s'exposer en crypto. Et donc, leur objectif, c'était à la fois, effectivement, de targeter une clientèle retail. Et ils se sont dit, si on veut travailler avec des institutionnels, et à l'époque, il faut le savoir, c'est que avoir des relations bancaires, des relations
d'affaires avec une banque, c'était très 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 compliqué. Ça l'est encore d'ailleurs. Et ça l'est encore aujourd'hui. Ouais. Et donc du coup, je pense que leur approche était de dire, on va essayer de trouver un moyen de réguler l'exchange, et cela leur permettra d'attirer une clientèle institutionnelle et de sécuriser les relations bancaires de l'époque. Visionnaire. Hyper visionnaire. Hyper visionnaire, ouais, tout à fait. Alors, ce qui a été fait à l'époque, tu vois, c'est super intéressant, c'est que les deux fondateurs sont allés voir différents pays pour pouvoir essayer de faire réguler Bitstamp. Et le seul pays qui était vraiment ouvert était le Luxembourg. Exactement. Et donc, l'exchange s'est installé à Luxembourg. Et ça, c'était dans les années 2013-2014. Comme établissement de paiement. Exactement. Donc, la licence a été obtenue en 2016, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas MiCA, crypto n'était pas considéré comme MiFID. Donc, effectivement, l'exchange a été... c'était PSD2. Déjà PSD2. Ouais, PSD2. Et à l'époque, en fait, le seul moyen de réguler Bitstamp était un établissement de paiement. Donc, l'exchange a reçu l'agrément. Et puis ensuite, il y a eu tout un tas de licences qui ont été obtenues à travers le monde, notamment aux États-Unis, avec la BitLicense à New York. Et aujourd'hui, on a plus de 40 licences dans le monde. Oh là là. Ouais, c'est assez complexe. Une équipe de risque et de compliance, c'est assez costaud. Écoute, tu en parles, on doit approcher les 200 personnes dans les équipes juridiques et compliance. Donc c'est assez costaud. Et donc du coup, on a un footprint global, on a des licences dans l'ensemble du monde quasiment, ce qui nous permet d'être en conformité avec nos marchés et d'attirer une clientèle institutionnelle qui recherche justement des partenaires de confiance et régulés, et en plus avec plus d'une dizaine d'expériences dans la crypto. Donc, on est très bien positionné. Je précise quand même que Bitstamp, c'est aussi pour les clients individuels. Hein. Absolument. À la base, c'est quand même pour les clients individuels. Au départ, absolument. Tu as tout à fait raison, Solène. Et on a effectivement 5 millions de clients, personnes physiques, et à peu près 5000 personnes, 5000 institutionnels comme des banques, des établissements de paiement ou des traders sur notre plateforme aujourd'hui. Et en termes de volume, vous êtes donc, tu disais ? En termes de volume, alors écoute, à l'époque, 2014, c'était à peu près 20 millions de manière quotidienne. L'année passée, on était autour de 2 milliards par jour. Et puis là, effectivement, dans un crypto winter, ça dépend des jours, on est entre 200 et 600 millions à peu près. Pas mal. Ouais, c'est pas mal. Tu dirais que vous vous situez où dans l'écosystème des exchanges ? Alors, nous, on est, en termes de positionnement, donc on est certainement l'exchange le plus régulé. Donc, on est un petit peu le PayPal du paiement. Tu vois, on travaille avec Bitstamp pour la confiance, par nos licences, par notre existence et par notre sérieux. Donc, on est, je dirais, l'exchange qui est le partenaire de confiance pour la clientèle institutionnelle. Donc, on a beaucoup de banques, beaucoup d'établissements de paiement qui travaillent avec nous, qui leur permettent en fait d'offrir de la crypto à leurs clients finaux. Donc typiquement, on prend un exemple, c'est une banque à Luxembourg comme Swissquote, typiquement, intègre les solutions de Bitstamp pour pouvoir offrir de la crypto à leurs clients finaux. Donc typiquement, nous on est un spot exchange. On offre également du staking sur certains actifs. C'est vous qui faites le staking ? On a un partenaire avec lequel on travaille pour offrir le staking. On vient de lancer une branche de OTC depuis le mois de septembre. OTC, c'est over the counter ? Over the counter, oui, tout à fait. En fait, c'est pour des transactions en général qui font plus de 200 000, 250 000 euros. Donc, on les passe en dehors de la plateforme justement pour éviter d'avoir un impact sur les prix. Donc, on a un desk qui a été mis en place au mois de septembre où on peut traiter ces ordres-là à travers des partenaires également. Et puis, au-delà de ça, effectivement, on a une expansion géographique assez intéressante entre les États-Unis, l'Europe et l'Asie-Pacifique. Et les services offerts suivant les zones sont les mêmes ou pas ? C'est essentiellement les mêmes. Après, il y a quelques, limitations de par la réglementation, par exemple aux États-Unis, sur certains actifs, et puis de la même manière en Asie-Pacifique. Mais de manière générale, tu vas retrouver le spot exchange, le staking, l'OTC sur l'ensemble du monde. D'accord. Alors, vous collaborez avec des grands comme Fireblocks, Copper ou TradingView. Est-ce que tu peux nous expliquer qui sont vos différents partenaires intégrés à la plateforme et qu'est-ce qui est recherché ? Oui, tout à fait. Écoute, pour avoir un exchange, en fait, pour offrir une solution de crypto à travers l'exchange, il faut plusieurs ingrédients. Alors, le premier, c'est la custody. Donc, la custody, tu as mentionné Copper et BitGo. Donc, ce sont des partenaires de Bitstamp avec lesquels on travaille pour faire la custody des actifs de nos clients. Fireblocks, est plus une solution technique. Donc, c'est en fait, quand tu intègres Fireblocks, c'est toi qui apparaît comme custody. Aujourd'hui, nous, on travaille
pas encore avec Fireblocks, on est en réflexion et en discussion avec eux. J'ai anticipé les choses. Mais tu as raison pour Copper et BitGo, tout à fait. Donc, premier pan, c'est effectivement la custody qui est importante. Le deuxième pan, c'est au niveau du moteur de trading. Donc, nous, on travaille avec le Nasdaq. Donc, on a intégré les solutions de matching engine du Nasdaq sur la plateforme pour matcher les ordres entre un vendeur et un acheteur de crypto. Le troisième pan, en fait, ça va être tout ce qui est solution de conformité pour faire le KYC, onboarder tes clients. Donc Nota Bene, j'avais noté. Tu as Nota Bene, tout à fait, pour la travel rule, effectivement, qui permet justement de se mettre en conformité avec tout le pendant de réglementation sur la traçabilité des transactions au niveau de la crypto. Le quatrième pan, ça va être les solutions de sécurité informatique. Donc, on travaille avec certains acteurs pour faire des certifications, pour valider que nos processus sont conformes et robustes. Évidemment, sans sécurité, l'exchange ne pourrait pas fonctionner. On le voit dans l'écosystème avec le nombre de piratages informatiques. Donc, le point le plus important, je pense, pour un exchange, c'est d'être au top de la sécurité et justement de travailler avec des partenaires qui soient vraiment sécures. Et puis après, je dirais le cinquième pan, ce qui est hyper intéressant pour nous, c'est notre customer support. En fait, il y a pas mal de boîtes qui utilisent des robots. Alors nous, on a un customer support qui est physique. Donc, robots ? Ouais, des petits bots. Je sais, c'est un peu... J'ai jamais quelqu'un d'humain derrière. Alors, exactement. Alors nous, on a pris un pendant un peu différent. Donc on a plus de 200 personnes, tu vois, dans notre customer support qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, si tu as un souci ou si tu as besoin d'être accompagné, tu prends ton téléphone, au bout de 30 secondes, 35 secondes, quelqu'un va te répondre. Ouais. Et donc, je sais parce que je suis va cliente. Assister. Ah ben voilà. Ravi. Ok, super intéressant. J'aimerais revenir sur le client professionnel parce que parmi l'audience, je sais qu'il y a pas mal de banquiers et fund managers qui écoutent. Tu peux revenir sur les typologies d'acteurs qui bossent avec vous et quel type de collaboration? Parce qu'il y a énormément d'acteurs qui peuvent être concernés. Je pense à des prop traders, des fintech, des family office, des banques, etc. Exactement. Donc, nous expliciter avec lesquels vous bossez maintenant et peut-être à l'avenir. Nous, on travaille avec des acteurs régulés, traditionnels comme les banques, les établissements de paiement, même des assurances, fonds d'investissement, qui recherchent à s'exposer en crypto directement ou qui cherchent à donner un accès à la crypto à leurs clients finaux. Alors, on prenait l'exemple de Swissquote tout à l'heure comme établissement de crédit. On travaille également avec Revolut, qui donne un accès à la crypto. Et en fait, ce sont des solutions Bitstamp qui ont été intégrées pour donner cet accès-là. Donc là, on est plutôt en B2B2C, je dirais, par rapport à cette clientèle institutionnelle. Après, tu as tout à fait raison. Effectivement, on travaille avec beaucoup de traders qui traitent sur la plateforme de manière continue avec des API ou en direct, évidemment. Ce qui est intéressant aussi, donc, nous, on travaille avec des high net worth individuals qui souhaitent s'exposer en crypto avec des solutions sécures au niveau custody et puis un panel d'actifs digitaux qui est assez large. Nous, on propose plus de 70 actifs sur la plateforme et on est hyper sélectif en fait sur ces actifs. L'objectif ici, c'est de pouvoir leur proposer des actifs avec de la liquidité et justement éviter de proposer des actifs où il y a un scam derrière et on l'a vu dans l'écosystème, il y a effectivement pas mal de projets qui sont un peu frauduleux. Donc nous, on est hyper sélectif et puis je pourrais revenir là-dessus un petit peu plus tard dans l'interview. Donc effectivement, au niveau trader, au niveau high net worth individual, et ensuite, ce qui est super intéressant, super important pour nous, c'est que on est en train de mettre en place une solution un peu white label qu'on appelle Bitstamp as a Service. Et Bitstamp as a Service, en synthèse, c'est quoi? Ça permet à un client, typiquement une banque ou un établissement de paiement, de pouvoir intégrer nos solutions en marque blanche pour pouvoir offrir de la crypto à leurs clients finaux. Et sans vouloir trahir de secret, en fait, on va avoir nos deux prochains clients qui vont démarrer avec Bitstamp as a Service d'ici la fin de l'année et début d'année prochaine. Et c'est une solution assez intéressante parce qu'on apporte toute la partie technique. Donc, ça évite à nos partenaires, finalement, de développer un exchange qui prend du temps, de la sécurité, qui est très complexe et très coûteux, de pouvoir intégrer nos solutions techniques pour pouvoir justement offrir de la crypto et évidemment rester en charge de la distribution commerciale, du marketing. Ils connaissent leurs clients, on ne les connaît pas. Donc, ça fait tout à fait du sens de travailler avec nous et d'intégrer nos solutions. Et dans ce cas-là, c'est le mode le pricing de ce genre de solution, c'est quoi? En fait, typiquement, ça va dépendre des volumes attendus sur la plateforme. Donc, c'est un pricing qui est plutôt flat, mais effectivement, en fonction des volumes qui va évoluer. D'accord. Comme vous avez un positionnement international, est-ce que tu pourrais nous dire
quelle zone géographique se positionne sur quel type de marché? Est-ce qu'il y a des marchés, je sais pas, par exemple, tu vas avoir plus de traders aux US, plus les banques en Europe. Est-ce que tu peux nous donner une sorte de tendance? Ouais, tout à fait. Écoute, c'est assez intéressant. Nous, on est un exchange, c'est assez atypique, c'est que 50% de nos revenus viennent de la clientèle retail et 50% vient de la clientèle institutionnelle. Et quasiment de manière généralisée au niveau global. C'est-à-dire que tu vas retrouver un peu cette proportion-là aux États-Unis, mais également en Europe et également en Asie. Et en fait, sur cette proportion-là, en fait, notre PNL est assez cohérent entre les régions. C'est-à-dire que au sein de la clientèle institutionnelle, tu vas typiquement retrouver je dirais le même type de clients. Tu vas avoir certaines banques, tu vas avoir certains établissements de paiement, high net worth individual et des traders, et les proportions sont assez équivalentes. Donc en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que notre PNL global, finalement, il reflète tout à fait ce qui se passe dans les régions, en termes de behavior. Mais après, tu vois, Bitstamp, c'est vraiment assez unique. On est vraiment 50-50 au niveau de nos revenus. La plupart des échanges, tu vas retrouver des échanges plutôt très institutionnels et d'autres beaucoup plus retail, et nous on est vraiment assez équilibré en fait, c'est assez intéressant. Et alors un des points que tu as mentionné tout à l'heure, c'est le listing. Qu'est-ce qui fait que demain, si tu as une crypto qui se crée, qui commence à avoir un engouement au sein des utilisateurs et qui pousse pour que vous la listiez, quelles sont les différentes étapes que vous devez valider avant de lister cet actif? Ouais, c'est ça. En fait, c'est comme j'essaie de dire tout à l'heure, nous on est assez strict en fait dans la sélection des actifs qu'on va lister sur la plateforme pour plusieurs raisons. La première, c'est pour une raison de réputation. On veut s'assurer que les assets qu'on va offrir à nos clients, ce sont des assets où derrière il y a des équipes, où c'est sérieux, où il y a des audits qui sont réalisés, où le risque de conformité est remote et à zéro, où il n'y a pas de risque de blanchiment, où il y a la liquidité. Ça, c'est vraiment important aussi pour nous. C'est-à-dire que tu vas offrir des actifs sur la plateforme, tu dois t'assurer qu'il y a suffisamment de liquidité pour que l'actif soit tradé. Et donc du coup on a un questionnaire, enfin je te le partagerai à l'occasion. Il y a plus de 400 questions qu'on impose aux porteurs de projets, mais c'est vraiment pour avoir une due diligence qui soit parfaite et complète et exhaustive, pour s'assurer que les actifs qu'on va pouvoir lancer sur la plateforme ne vont pas causer de risques réputationnels, de litiges. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a zéro litige chez Bitstamp, donc on sait que c'est assez strict, mais en même temps je pense que ça permet de rassurer, de créer cette confiance avec nos clients. Parfait. Parce que comme tu le sais, il y a plus de 20 000 actifs dans le... Donc c'est bien, vous avez pris la crème de la crème. Ouais, exactement. Vous avez constitué, ou co-constitué une coalition qui s'appelle Market Integrity Coalition, avec des acteurs comme Anchorage, qui est une solution de custody, ou encore Circle. Est-ce que tu peux nous expliquer qui est à l'initiative de ça et à quoi ça sert? Écoute, dans l'écosystème, en fait, depuis le début, depuis que je suis chez Bitstamp depuis 2014, c'est vrai dans l'écosystème, on essaie c'est la même chose dans la plupart des industries, mais vraiment de travailler ensemble avec nos partenaires, nos compétiteurs ou certaines parties de l'écosystème pour pouvoir mettre en place, je dirais, soit du lobbying par rapport à des réglementations qui sont en cours d'évolution. Alors typiquement, tu vois, on travaille avec Coinhouse, au Bitpanda, sur MICA, pour essayer de faire entendre un peu notre voix et s'assurer que MICA va, je dirais, apporter un côté plutôt évolutif, positif et level playing field pour l'écosystème. Et de la même manière, donc, nous on travaille avec d'autres acteurs, enfin tu les as mentionnés. Alors nous on est plutôt, par exemple, typiquement, tu vois, sur des réflexions de stablecoin. Et avec MiCA et d'autres réglementations dans le monde, il faut naviguer entre ce que les États-Unis souhaitent mettre en place en termes de réglementation, de la même manière pour l'Europe. Et donc du coup on a certains sujets assez intéressants sur lesquels on discute, alors typiquement avec Circle, mais ça peut être avec d'autres acteurs de l'écosystème, et c'est assez transversal. Donc il y a des sujets travel rule. C'est un groupe de travail alors? Oui, c'est plutôt un groupe de travail. On parle de travel rule, on parle de stablecoin, d'évolution de la réglementation, et donc c'est assez transversal, et puis ça dépend des acteurs avec lesquels on s'associe.
Super. Alors, un dernier point qui concerne Bitstamp, c'est l'actionnariat, parce qu'on n'entend jamais de levée de fonds, c'est très discret. Donc, est-ce que tu pourrais quand même nous dire un peu qui est derrière Bitstamp ? Oui, tout à fait. Écoute, le Bitstamp a été acquis par une famille coréenne en 2018. Et la personne qui a acquis Bitstamp, en fait, est un homme d'affaires coréen qui a été dans le monde des jeux vidéo, quelqu'un qui a eu énormément de succès. Et donc la société s'appelle Nexon. Et cette personne-là, en fait, a racheté Bitstamp en 2018, a racheté aussi un autre acteur coréen à l'époque qui s'appelle Corbit. Il a pris des participations également dans d'autres acteurs crypto. Et donc s'est constitué un portefeuille, d'établissements dans la crypto-monnaie. Et donc effectivement, cette personne-là, le groupe en question pèse vraiment plusieurs milliards de dollars. Donc quelqu'un de très fortuné qui a fait en fait sa fortune sur base des jeux vidéo. Et donc du coup, effectivement, ils ont acheté Bitstamp et puis ils ont effectivement investi dans notre business. Ils ont 90% du capital aujourd'hui. Il y a un fonds d'investissement américain qui a une autre partie de la société. Et effectivement, pour le moment, il n'y a pas de levée de fonds puisque on a une situation financière qui est très saine avec de très très bonnes liquidités. Et puis c'est vrai que l'année passée a été excellente pour la société. Donc on a suffisamment de liquidité, je dirais, pour préparer le prochain bull run et tout en travaillant de concert avec nos actionnaires justement pour accélérer sur l'expansion géographique ou certains lancements de nouveaux produits. On a parlé de Bitstamp as a service typiquement. Donc nos actionnaires sont très supporters et la société est en bon état financier, vraiment une très très bonne situation saine et financière, ce qui nous permet de naviguer le crypto winter sans encombre, si je peux dire. Et d'attendre que le printemps revienne. Exactement. Et qu'est-ce que vous avez dans les boîtes pour les 18 prochains mois, dans les lancements ? Oui, alors on a une expansion géographique qui petit à petit est en train de se mettre en place en fonction des nouvelles licences qu'on est en train de recevoir. On a parlé de Bitstamp as a service, donc qui est une solution white label qui peut être intégrée par nos partenaires, banques, prestataires de paiement. On va aussi effectivement continuer à lister de nouveaux actifs sur la plateforme. L'offre de staking va s'étendre également. Et puis après, il y a plein de réflexions sur tout ce qui est tokenisation qui est dans l'air du temps en ce moment, ainsi que NFT. Donc il y a des choses intéressantes qui vont se passer sur la plateforme au travers de Bitstamp. Formidable. On est pile dans les temps parce que Jean-Baptiste a un agenda de ministre, alors il fallait libérer dans 6 minutes. On a encore 2 minutes pour débriefer après. Excellent. Pour se quitter, je demande toujours une recommandation. Donc je te laisse la parole pour nous recommander un livre ou autre. Écoute, il y a un super bouquin pour, je dirais, les novices, mais pas forcément que les novices. Donc c'est un bouquin qui s'appelle Les blockchains en 50 questions, qui permet de comprendre le fonctionnement et les enjeux de la technologie innovante qui est le blockchain. Et c'est un livre qui a été écrit par Jean-Guillaume Dumas, Pascal Lafourcade, Ariane Ticht et Sébastien Varette. Et je le recommande, c'est un vrai bonheur. Super, merci beaucoup Jean-Baptiste pour ton temps. Solène. C'était super intéressant. Un grand plaisir. Et puis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.